tous. Je vous remercie d'être venus ce soir donc, pour la troisième conférence du cycle de l'été, du cycle de conférences de l'été, qui porte donc sur les joutes judiciaires autour de la propriété de l'étang de Gatmar, que va nous faire donc notre cher trésorier Pascal Oustrière. Avant toute chose, je voudrais remercier effectivement la municipalité, qui, Madame le maire ne peut pas être présente ce soir, la municipalité qui nous prête, comme toujours, effectivement, la salle. Elle s'excuse, ainsi que Monsieur Denis, le conseiller départemental, qui nous prête, lui, le pupitre, très généreusement, et qui ne peut pas être là également. Oui, mais c'est important, le pupitre. Très important. Donc, il ne peut pas être là également ce soir. J'aimerais attirer votre attention sur le fait que voilà, l'été se termine, que la troisième conférence effectivement va marquer cette fin de ce cycle, mais pour autant ce n'est pas la fin effectivement de tout ce qui nous attend pour Gadeville Héritage, car le programme de la fin d'année va être chargé, en réunion notamment, bien évidemment, du bureau, mais aussi avec vous, chers adhérents, ou ceux qui ne sont pas encore et qui voudront devenir ce soir. Nous avons énormément de choses à parler, notamment effectivement la programmation de l'année prochaine, car il y a plein d'idées qui fourmillent, plein de choses qui nous arrivent dans les mains, comme tout à l'heure j'ai eu la chance, j'ai eu l'avantage même d'avoir entre les mains des pointes de flèches du néolithique qu'a trouvé Jacques Flamand-Rué. Alors Jacques Flamand-Rué, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un Gadevillais qui a été pendant longtemps directeur de la communication chez aujourd'hui ce qu'on appelle, vous savez, l'usine de retraitement de Beaumont-Hague. Voilà. Jacques, qui est un géologue de formation et qui a trouvé il y a quelques années, il y a 25 ans, donc des pointes de flèches du néolithique dans son jardin. Et donc il m'a fait voir ça tout à l'heure, j'ai eu l'avantage de voir ça, c'est absolument sublime. Voilà. Donc il y a des choses comme ça qui nous arrivent entre les mains, des idées qui passent et qui font que eh bien, nous fourmillons d'idées et la fin de l'année et l'année prochaine va être extrêmement riche, donc en conférence, en exposition également, très certainement. Alors, avant de laisser la parole à Pascal, j'aimerais attirer votre attention également sur le fait que nous sommes une association qui vit notamment grâce à vos dons, et c'est important les dons. Et ce soir, donc, vous voyez, il y a notamment les verres qui sont siglés de Gadeville Héritage, mais il y a également des papiers concernant les bulletins d'adhésion, mais aussi, vous pouvez nous faire des dons, et si vous nous laissez votre adresse, en plus de cela, vous pouvez recevoir un reçu, car oui, nous pouvons maintenant vous communiquer des reçus. Voilà, Pascal, je vais te laisser la parole. Je vous souhaite une bonne conférence, et à tout à l'heure pour le pot d'amitié, bien évidemment. Merci Boris. Vous m'entendez correctement du point de vue du son? Il n'y a pas de difficulté. Bien. Bien, écoutez, je vais commencer par une très bonne nouvelle. Vous avez été attiré par une affiche qui dit 61 ans de joutes judiciaires. Ça va être 63 ans. Il y a un bonus ce soir, grâce à une trouvaille de dernière minute. Donc vous allez en profiter. Donc je suis ravi de partager avec vous une petite partie de l'histoire de Gadeville qui nous ramène en fait 2 siècles et demi en arrière. Gadeville, à la fin du XVIIIe siècle, c'est d'abord pour ses joutes judiciaires un champ de bataille. Et tout ce que je vais vous exposer ne peut prendre son sens qu'à condition de comprendre le contexte de cette pointe nord-est du Cotentin à la fin du XVIIIe siècle. C'est pourquoi je vais commencer par quelques éléments de l'histoire locale, mais aussi nationale et internationale, vous allez le voir, parce que l'actualité était chaude à la fin du XVIIIe siècle. Tout d'abord, la démographie. Alors, contrairement à ce qu'on observe aujourd'hui, Gadeville est à cette époque une des communes, ou plutôt encore une des paroisses, à la fin du XVIIIe siècle, parmi les plus peuplées du Val-de-Seine. Nous possédons des indications dans les cahiers de doléances de 1789 qui indiquaient le nombre de feux de chaque paroisse, pas le nombre d'habitants à cette époque, et également une estimation du nombre d'habitants
dans le dénombrement de 1793, qui est en fait le premier recensement, quasiment, du moins à cette époque. Donc si l'on prend une valeur classique de 4,5 à 5 habitants par feu, les valeurs ne sont pas tout à fait cohérentes entre elles, entre les deux données, selon les communes, hein, c'est pas tout à fait pareil, surtout pour Montfarville, je ne sais pas pourquoi. Il y a une nette différence entre les données, mais ça nous donne quand même une paroisse de Gatteville autour de 1200 à 1300 habitants, c'est-à-dire à peu près 3 fois plus qu'aujourd'hui, 4 fois plus qu'aujourd'hui. Du point de vue administratif, nous sommes bien sûr dans l'organisation administrative royale. Pardon ? Ton téléphone fait interférence. Dans ton téléphone. Ton téléphone est faire des interférences. Le téléphone, des interférences. Ah, pardon. Alors, je l'ai et je l'ai dans ma page. Excusez-moi. Donc, Gatteville dépend pour le maintien de l'ordre, pour la collecte des impôts et pour la justice de Valognes, siège d'une élection qu'on appelle encore bailliage secondaire. Puis, en allant vers le haut, dans l'ordre d'importance, de Coutances, qui est le siège du bailliage du Cotentin, donc l'échelon administratif, décidément. Voilà. L'échelon administratif supérieur. Et au-dessus encore, on est dans la généralité de Caen, au sein de la Provence de Normandie, bien évidemment. Cette organisation va être profondément modifiée par la loi du 15 février 1790 qui crée les départements. Cherbourg, ça va peut-être vous étonner, mais n'a encore à cette époque qu'une importance relativement secondaire par rapport à Valognes. En fait, c'est après la Révolution que l'importance de Cherbourg d'un point de vue administratif va vraiment se développer considérablement. Et enfin, pour les affaires maritimes, c'est l'amirauté de Barfleur qui gère les affaires maritimes et côtières, comme par exemple la récolte du varech. Le territoire de la paroisse de Gatteville est en grande partie la propriété de nobles et de religieux, donc c'est l'héritage de l'époque féodale, bien évidemment. Les nombreuses ventes et successions ont abouti à une grande complexité et une forte imbrication des droits d'usage et de propriété. Donc les cahiers de doléances de 1789 insistent sur le fait qu'à l'exception des 2 curés, tous les propriétaires de biens ne résident pas sur place. En matière fiscale, cette question est importante puisque la taille de propriété, qui est à peu près l'équivalent de nos taxes foncières aujourd'hui, est collectée dans la paroisse de résidence du propriétaire pour tous ses biens et non pas dans la paroisse où se situe le bien. Donc pour résumer l'idée développée dans les cahiers de doléances de 1789, les habitants de Gatteville ne possèdent rien, mais payent tous les impôts de la paroisse. Du point de vue de la population, elle est décrite toujours dans ces cahiers de doléances comme essentiellement formée de petites gens vivant difficilement d'une activité agricole ou maritime, ou encore en tant qu'artisans ou manœuvres autour d'une activité locale, comme par exemple les salines. Peu de gens, 12 à 15 familles, dit le texte, peuvent être considérés comme établis et jouissant d'une aisance relative. Ils sont sans doute tous parmi les 34 signataires de ces cahiers de doléances. De plus, Gatteville compte de nombreux disparus en mer, qu'ils soient pêcheurs ou militaires, à une époque où le soutien aux veuves et aux orphelins était loin d'être systématique. C'est une source de misère, bien évidemment, pour de nombreuses familles. Donc ça, c'est pour la situation locale. Du point de vue national, à l'échelle de la France, on se situe d'abord à la fin du règne de Louis XV.
Louis XV, dont je vous rappelle qu'il était le bien-aimé lors de son couronnement, mais il est tellement impopulaire à ce moment-là, à sa mort en 1774, que de grandes fêtes joyeuses ont lieu à Paris. Le royaume fait face à de graves difficultés financières, dues en grande partie à la conduite successive de la guerre de succession d'Autriche et de la guerre de 7 ans. Les famines sont fréquentes, à tel point qu'on interdit l'exportation des grains en 1771. Le Cotentin est particulièrement exposé à une invasion anglaise. On craint de plus le retranchement des Anglais dans la péninsule à la faveur d'un creusement d'un canal entre Port-Bail et la vallée de la Douve, qui isolerait totalement la presqu'île. Pour prévenir tout débarquement, une nouvelle levée de milices a lieu en 1773, privant le territoire de forces de travail dont il était déjà fort amputé. En 1774, Louis XVI devient roi à 20 ans. Il s'estime lui-même trop jeune pour régner. Il nomme Turgot contrôleur général des finances. Celui-ci supprime beaucoup de mesures impopulaires, mais la noblesse, le clergé et les magistrats se dressent contre lui et il se retire dès 1776, 2 ans après 2 ans de résistance. La guerre d'indépendance américaine, je vous avais promis l'actualité internationale aussi, qui oppose les 13 colonies de la côte est de l'Amérique du Nord à la Grande-Bretagne, débute en 1775. La France soutient massivement les États-Unis, ce qui aggrave encore la dette déjà très forte. À cette occasion, dans le Cotentin, les incursions anglaises reprennent de manière soutenue, notamment à partir de Jersey et Guernesey. Les conséquences locales sont nombreuses, depuis le confortement de la défense de Cherbourg jusqu'au renforcement des milices garde-côtes. Rendez-vous compte que en 1776, 42 300 hommes sont mobilisés comme garde-côte entre les élections de Valognes, Coutances et Avranches, c'est-à-dire l'ensemble du Cotentin. Donc c'est tout à fait considérable. Avec la fin de la guerre d'indépendance des États-Unis en 1783, les attaques anglaises cessent. Les miliciens mobilisés peuvent reprendre leurs tâches agricoles. Mais les difficultés sont toujours là, les récoltes sont mauvaises, en particulier en 1784. Les campagnes de pêche au maquereau qui fondent l'économie des ports de Barfleur et de Savoie sont également très en dessous de ce qui était attendu. Si le roi Louis XVI est bien accueilli quand il vient inspecter les travaux du port de Cherbourg en juin 1786, le mécontentement se généralise et s'approfondit. Et on connaît la suite, n'est-ce pas? Voilà le point sur le contexte général, ce que j'ai appelé le champ de bataille. Maintenant, il faut que je vous présente les adversaires. Dans cette ambiance de difficultés quotidiennes de tous ordres, une personnalité locale va se distinguer. C'est le prieur Lecouterier de Sainte-Jarme. Il va allumer la mèche des procès pour l'usage de la propriété de l'étang de Gatmar contre la famille Houck, détentrice de la baronnie de Gatteville, et le comte Jalot de Beaumont, seigneur de Gouberville. Ce sont les 3 grands personnages que je vais vous présenter. L'origine géographique du titre de Sainte-Jarme n'est pas très claire. Aucun lien, en tout cas, avec Saint James, actuellement dans la Manche. Au XVIIIe siècle, la famille est très implantée dans le Perche, et il le restera jusqu'au XXe siècle. Plusieurs générations de Sainte-Jarme sont au service direct du roi de France, et l'ancienneté de la famille dans la noblesse est attestée par la permission accordée à certaines filles de la famille de devenir pensionnaires en tant que filles de Saint-Cyr.
ce qui était un honneur vraiment réservé à quelques rares familles. Le blason de la famille que vous voyez là est attesté au XIXe siècle. On n'en trouve pas trace au siècle précédent, donc je ne vous le garantis pas pour le XVIIIe siècle. Jean-François le Couturier devient, selon des sources datant du XIXe siècle, capitaine de dragon, une arme particulière car intermédiaire entre cavalerie et infanterie, très appréciée sous Louis XV pour sa mobilité. À cette époque, devenir capitaine de dragon était une charge soumise à vénalité, ce qui veut dire qu'on pouvait acheter une compagnie de dragons pour 7000 livres environ. On pouvait aussi recruter des hommes, un capitaine étant aussi obligé de rassembler et de faire accepter au moins 31 dragons à cheval avant d'être rémunéré par le roi. Mais bien loin de faire une carrière militaire comme nombre d'hommes de sa famille, Jean-François le Couturier se tourne vers la religion rapidement, puisqu'on le retrouve vicaire dans le Perche à 29 ans. On ne trouve pas trace dans les archives de cure ou de fonction religieuse qu'il occupe entre 1761 et 1773. Eugène Duvivier, curé de Gatteville, dans la seconde moitié du XIXe siècle, dit qu'il a été religieux augustin. Je n'en ai trouvé aucune preuve. Les historiens du XIXe siècle situent son arrivée à Gatteville en 1773, et il est certain qu'il était prieur de Gatteville en 1775. Le prieuré de Gatteville dépendant de l'abbaye Notre-Dame du Vœu de Cherbourg, il a peut-être passé un moment dans cette abbaye comme moine augustin, il n'en existe aucune trace. En tant que prieur, une particularité de Gatteville est qu'il assure le service liturgique en alternance avec le curé nommé par l'évêque de Coutances. Il bénéficie en tant que prieur commandataire d'un large domaine agricole dont il tire un revenu très confortable. Il s'intègre bien à Gatteville, qu'il apprécie sans doute, puisqu'il marie son neveu et filleul François à Gatteville en 1793 à une Gattevillaise, bonne Françoise Davy de Bois-Roger. Plusieurs sources le décrivent comme un bon vivant, allant même jusqu'à mettre en doute son action religieuse. Eugène Duvivier dit qu'il disait la messe avec une célérité peu édifiante, pour ne pas dire scandaleuse. Il dit aussi qu'il donna à tête baissée dans la Révolution. On peut nuancer cette description en remarquant que, bien qu'appartenant au clergé, il est choisi comme rédacteur du cahier de doléances du tiers-état de Gatteville en 1789, ce qui laisse supposer qu'une grande partie des habitants lui faisait confiance quand même. Il semble également qu'il eût été difficile pour lui d'accéder à la fonction d'agent municipal, c'est-à-dire de maire, au début de la Révolution, sans jouir d'une forte considération dans la paroisse devenue alors commune, puisqu'il a été maire de Gatteville en 1792-1793. Voilà pour le premier protagoniste. Deuxième, la famille Hooke. La famille Hooke est une famille irlandaise qui a émigré aux Antilles au XVIIe siècle. Les raisons de cette émigration sont un peu obscures. Une version de l'histoire familiale développée par Nathaniel Hooke au moment de sa demande de nationalité française en 1706 veut que les Hooke catholiques aient été bannis d'Irlande au moment de son invasion sanglante par les troupes de Cromwell. De manière plus lointaine, dans cette histoire familiale, le nom de Hooke viendrait d'une anglicisation du nom de la Hougue, d'un compagnon de Guillaume Ier dans sa conquête de l'Angleterre. C'est-à-dire que dans cette belle histoire des Hooke, les de la Hougue étaient aux côtés de Guillaume le Conquérant pour la conquête de l'Angleterre et s'en sont fait chasser lamentablement en tant que catholiques. Mais cette version est peu crédible car pleine d'incohérences et de lacunes.
il semble plutôt que les Hooks se soient au départ engagés dans la conquête de la Jamaïque, aux côtés des troupes anglaises, et que ce soit leur raison, donc la raison de leur venue aux Antilles. Comme beaucoup d'Irlandais, ils rejoignent les régiments irlandais de l'armée du roi de France, ce qui ne les empêche pas de faire fortune grâce à la production de canne à sucre aux Antilles. Le fondateur de la branche des Hooks qui accédera à la baronnie de Gatteville est Guillaume Louis Hooke. Il naît à la Guadeloupe en 1684 et se distingue d'abord militairement dans la lutte contre les invasions anglaises aux Antilles. Il acquiert ensuite une exploitation de 2000 hectares en Martinique, plantée en canne à sucre, qui va faire sa fortune. En particulier, il faut le rappeler, grâce à l'esclavage, puisque les esclaves étaient vendus avec la propriété, et donc la main-d'œuvre ne coûtait pas cher. Le 21 juillet 1741, il a près de 60 ans quand il achète une charge de conseiller notaire, secrétaire du roi, maison couronne de France et de ses finances. C'est une sorte de notaire qui est en même temps un officier de justice qui certifie des actes. Un tel achat est anoblissant avec effet immédiat et cette noblesse est transmissible. Mais il ne s'agit alors que d'un titre sans revenu rattaché, ni jouissance de privilèges, comme par exemple celui de la justice seigneuriale, par exemple. Symbole de cet attachement renforcé au royaume de France, une fleur de lys, vous le voyez, apparaît sur l'écusson de la branche de la famille, et Guillaume Louis Hooke se met donc en quête d'un fief pour asseoir cette nouvelle dignité. En 1741, la baronnie de Gatteville est propriété de la famille Grimaldi de Monaco, alliée depuis 2 générations au Goyon de Matignon. Honoré III, prince de Monaco, baron en titre, souhaite se défaire de ce fief et un acte de vente est signé devant un notaire parisien le 28 juin 1747. Malgré les difficultés dans le paiement de la somme due qui font l'objet d'actions en justice dans les années suivantes, la famille Hooke devient propriétaire de la baronnie de Gatteville. Dans tous les documents consultés sur le sujet, Guillaume Louis Hooke est toujours représenté par un fondé de pouvoir ou un membre de sa famille. Déjà âgé de 63 ans au moment de la vente, il n'est très probablement jamais venu à Gatteville. Il meurt à la Martinique 12 ans après son achat, à l'âge de 75 ans. Ces 7 enfants sont encore en vie et l'aîné des garçons, Jean-Baptiste Claude Hooke, hérite de ce titre, comme le veut la loi. Capitaine du régiment irlandais de Fitzjames, il vit à Saint-Domingue et s'intéresse sans doute peu à Gatteville. Il cède en 1790 l'usufruit à son frère Guillaume Séraphin et la nue propriété à ses neveux et nièces. Guillaume Séraphin Hooke l'Étang gère Gatteville jusqu'à sa mort en 1826 et ses 2 filles lui succèdent. À partir de 1845, Marie-Joséphine Guillemine, épouse Badoulier de Saint-Seine, est seule survivante et gère le domaine jusqu'à sa mort en 1868. Son fils Ernest Théodore meurt 6 ans plus tard sans descendance. Il lègue à la municipalité de Gatteville une somme pour ouvrir l'hospice qui fonctionnera à Gatteville entre 1910 et 1954. C'est donc d'abord Guillaume Séraphin Hooke l'Étang puis ses 2 filles qui vont représenter la famille Hooke durant les 60 années de procès. Troisième personnage essentiel de ces procès, Marie Bonaventure Jalot, comte de Beaumont. Les Jalot constituent une très ancienne famille installée à la pointe de la Hague depuis au moins le XVe siècle, au cours duquel ils ont été anoblis. Parmi leurs propriétés, celle du château de Beaumont,
qui a malheureusement disparu en 1944, et le manoir de la Madeleine. La famille s'illustre militairement, sur terre comme sur mer, à de multiples reprises, toujours au service du Royaume de France. Anecdote croustillante, 2 frères Jalot de Beaumont, remarquables corsaires, se laissent une fois prendre par les fréquents revirements d'alliance entre Français et Anglais. Ils prennent des navires anglais, neutres à ce moment-là, et les font passer pour des ennemis hollandais. Sur plainte des Anglais, ils sont jugés et condamnés à mort. Mais comme ils sont déjà repartis en mer, ils seront exécutés uniquement en effigie. Le père de Marie Bonaventure, mousquetaire du roi, est un notable fortuné, rien moins que seigneur de Beaumont, d'Igulville, Herqueville, Néville, Ouville et Montmartin. Donc un personnage fort important. Il rénove une demeure héritée de son oncle à Valognes et en fait le magnifique hôtel de Beaumont. Il se marie en seconde noces en 1750 avec Anne-Françoise de Quéron de la Palue, qui lui donnera 2 garçons et une fille. Étendant une nouvelle fois son domaine, il achète en 1770 au marquis Louis-René de Grosville, mousquetaire du roi comme lui, la seigneurie de Gouberville. Il ne profitera pas longtemps de cette acquisition, car il meurt 1 an après, en 1761. Marie Bonaventure, son deuxième fils, est un militaire. Il s'est d'abord essayé à la marine, dans la plus pure tradition familiale, mais il s'est vite tourné vers l'infanterie. Il est capitaine au régiment du roi, basé à Nancy. Son frère aîné, Charles-Jean, meurt à 29 ans, en 1780, et Marie Bonaventure hérite alors en totalité des propriétés et de la fortune de son père. Fervent partisan du roi, il émigre avec son beau-frère Jacques du Ménildo et sa sœur Jeanne Félicité. Ses biens sont alors confisqués et pendant les contestations judiciaires que nous allons développer, son domaine de Gouberville est saccagé, notamment en 1792. Revenu en France, il réside à Nancy, même s'il reste attaché au Cotentin. Sa relation avec le Cotentin est d'ailleurs pleine de contrastes, car s'il ne s'occupe pas du tout de l'hôtel de Beaumont, qu'il laisse totalement à l'abandon, il lègue de nombreux terrains à la commune de ses ancêtres pour créer le premier lotissement qui deviendra le centre-ville actuel de Beaumont-Hague, la rue Jalot, pour ceux qui connaissent. Il fait preuve de générosité également par des dons au bureau de bienfaisance de Valognes, pour des travaux de rénovation d'église de Beaumont-Hague, où il cède également des terrains pour construire une école de filles. Et aussi, nous allons le voir, il fait preuve d'une incroyable pugnacité dans la défense de son domaine de Gouberville. Il meurt à Nancy le 23 novembre 1843, célibataire et sans descendance. Comme il le souhaitait, son corps repose aujourd'hui dans son tombeau de Beaumont-Hague. Donc je vous ai décrit là les 3 personnages les plus importants, mais il ne faut pas oublier dans les jeux judiciaires qui vont suivre les autres personnages qui sont les maires des communes de Gatteville, Gouberville et Tocqueville. Ils sont présents du début à la fin, bien évidemment, comme représentants des paroisses au début et des communes à la fin. À la différence des précédents, ils ne défendent pas leurs intérêts propres, mais ceux de leurs administrés, sauf pour Jean-François le couturier de Sainte-Gemme, au moment où il était à la fois parti au procès personnellement et agent municipal de Gatteville. Ils ne sont pas moins importants donc, que les précédents, mais il est par contre bien difficile de trouver dans les archives des informations les concernant, au-delà de quelques données généalogiques. Ils appartenaient en fait tous aux tiers-États, ou peut-être pour certains à la petite noblesse locale, et n'ont laissé que très peu d'écrits susceptibles de décrire leurs pensées et leurs actions. Il n'est pas moins vrai qu'ils représentent dans leur action une remarquable continuité
dans le même sens pendant plus de 60 ans. C'est dont je vais vous parler bientôt. Donc nous avons vu un champ de bataille, un terrain de jeu. Nous avons vu les protagonistes. Maintenant, reste à comprendre pourquoi ces protagonistes sont entrés en conflit. L'origine du conflit, c'est l'étang de Ghatmar. L'étang de Ghatmar, en fait, est l'un des principaux étangs qui s'aligne à l'arrière du littoral entre la pointe de Gatteville et le cap Lévy. Ce n'est pas le seul étang, hein, bien évidemment. Il est peu profond, d'une superficie très variable selon les saisons, les prairies qui l'entourent étant bien souvent inondées en hiver. Des roselières très fournies marquent son pourtour. C'est aujourd'hui un lieu protégé pour la richesse de sa faune et de sa flore. Il est intégré à une zone Natura 2000. Comme la plupart des étangs arrière-littoraux, il n'a pas d'exutoire naturel et son niveau est régulé par une conduite de rejet en mer. Son existence et sa propriété sont attestées de manière très ancienne puisque Guillaume de Gouberville en confirme la gestion au roi de France et duc de Normandie Philippe IV le Bel en 1303. Source de bien des intérêts, il est géré avec soin par les seigneurs locaux qui pratiquent régulièrement la rompure, qui consiste à vider l'étang en pratiquant une brèche dans la dune pour à la fois pêcher les poissons qui l'abritent et rendre les prés inondés alentour à la pâture. À partir du XVIIe siècle, une conduite de vidange est installée, d'abord en bois. Elle est complétée par une porte à flot à la fin du XVIIIe siècle. Il est aussi régulièrement nécessaire de réparer des brèches dans la dune créées par des tempêtes. Monsieur de Crottville écrit au prince de Monaco en 1740 « Pour réparer les efforts de la mer, je ferai rapporter dans les beaux jours, le mois de mai prochain, des terres et des sables pour réparer cette banque et la rendre plus forte. » Toutes les ressources étant précieuses pour les communautés humaines qui se sont succédées, Ghatmar tenait une place importante par la diversité des usages qu'il permettait. Ces divers usages étaient bien sûr à l'époque féodale liés aux fiefs de Gatteville et de Gouberville, puisque l'étang est à cheval sur les deux paroisses. Les seigneurs entretenaient avec soin leurs propriétés. Ils pouvaient se réserver chaque usage, le céder à bail à un fermier général, le concéder aux habitants, moyennant ou non rétribution, toutes ces modalités pouvant bien sûr varier dans le temps, aboutissant donc à une grande complexité. On sait par exemple qu'en 1781, la location des prairies est au prix de 4 francs par mois pour les chevaux et de 11 francs par an pour les bovins. Autre exemple, le fermier général du prince de Monaco permettait en 1745 le ruissage des lins dans l'étang à raison de 2 sous par cent. Donc voilà, vous savez tout. Il y a un terrain de jeu, des protagonistes, un enjeu, et maintenant le combat commence. Il suffit d'une étincelle, en fait, pour que ce combat démarre, et cette étincelle jaillit en 1781. Même si leurs premiers échanges paraissent avoir été plutôt cordiaux, les relations entre le prieur, le couturier et le baron Houck deviennent difficiles au début des années 1780. Le prieur, soucieux de défendre les intérêts des Gattevillais, intervient fréquemment en leur faveur, soit pour plaider leur cause collective, soit pour les défendre individuellement. Il s'oppose souvent en cela au sieur l'amiral, intendant du baron Houck. Celui-ci interdit d'abord, sans doute avec l'accord du baron, de chasser sur le domaine, puis de rouir ses lins dans l'étang de Ghatmar, c'est-à-dire de les faire tremper pour libérer les fibres textiles. Pour ceux qui ont visité l'exposition au mois de mai sur le rouissage, vous savez tout. Pour ceux qui ne savent pas,
les fibres textiles comme le lin et le chanvre doivent être trempées dans l'eau pour pouvoir séparer la partie textile de la partie gommeuse qui est inutile et pour pouvoir les exploiter de manière textile, en faire du fil. C'est ce qu'on appelle le trempage dans l'eau, c'est ce qu'on appelle le ruissage. Vous allez retrouver ça plus loin dans mon exposé. Donc le prieur, qui, je vous le rappelle, était un exploitant agricole tout à fait important, qui avait donc besoin de rouille, puisqu'il cultivait des lins et des chanvres, n'est bien sûr pas satisfait de cette situation, et dans les archives, il retrouve un jugement de 1746, dont une phrase dit que les habitants pourront mettre à rouillir leur lin dans la mare. Je ne vais pas rentrer dans le détail, ce serait très très long, mais ce jugement affirmait en fait avant tout le droit pour le baron de percevoir des droits sur le rouissage. Mais le prieur renverse le sens du jugement et il plaide son droit, comme tout habitant de Guatteville, de rouir dans l'étang. Donc c'est le début. C'est le début d'une procédure devant la maîtrise des eaux et forêts de Valognes, donc, qui était le tribunal compétent pour toutes les affaires rurales à l'époque, puisque le baron Houck y assigne alors le prieur, sans doute pour être tranquille et avoir son bon droit. Il s'agit donc au départ d'une opposition entre deux personnes, le prieur, le couturier, et le baron Houck. Mais cette opposition s'amplifie par la suite. En effet, les habitants de Guatteville, sans doute convaincus par le prieur, veulent défendre leurs droits, puisque eux aussi ont des lins et des chanvres, des fibres à rouiller dans les temps. Et donc ils s'associent au procès. Puis ce sont les seigneurs de Gouberville qui, soucieux des extensions possibles à leur partie de l'étang, interviennent à leur tour, ce qui entraîne avec eux les habitants de Gouberville, puis ceux de Tocqueville, au nom des droits anciens des seigneurs de Tocqueville sur quelques usages de l'étang. Même les anciens seigneurs des lieux, le prince de Monaco et M. de Crottville, prennent part quelque temps, bien qu'ayant vendu leur fief plus de 10 ans auparavant. Donc toutes les parties sont en place, chacune avec sa motivation, et c'est parti. Mais il faut noter un point important. À ce stade, la seule revendication, c'est le droit de rouir, de tremper ses lins et ses chanvres dans l'étang de Guatemala. C'est-à-dire le droit d'utiliser l'étang pour un usage particulier. Même l'usage gratuit n'est pas une revendication, ce n'est qu'une demande formulée à différentes reprises, notamment par le prieur. C'est tellement vrai que le jugement de 1746, auquel le prieur se réfère, autorise explicitement le fermier général du prince de Monaco à percevoir une redevance pour cet usage. Donc pas question de gratuité. À aucun moment, il n'est question à ce stade de la propriété foncière de l'étang. Mais nous sommes, je vous le rappelle, en 1780, dans une période pré-révolutionnaire. Les mécontentements sont multiples, vous en connaissez les raisons, et ambiance générale aidant, les revendications vont se généraliser. Se généraliser d'autant plus que la remise en question de la propriété féodale est l'un des premiers chantiers législatifs auxquels s'attaquent les révolutionnaires. Interviennent successivement la loi d'août 1792 sur le partage des biens communaux et la vente des biens des immigrés, puis la loi du 10 juin 1793 qui va définir l'essentiel du cadre législatif dans lequel vont se dérouler les procès à venir. Au-delà de la fixation habituelle de règles, la loi de 1792 encourage de plus les communes à se pourvoir dans l'espace de 5 ans devant les tribunaux pour rentrer en possession des biens dont elles auraient été privées.
Donc, non seulement la loi définit le cadre, mais elle incite à son utilisation. Deux notions tout à fait essentielles qu'on va retrouver apparaissent dans ces lois. La première est la notion de terre vaine et vague. Vaine et vague veut dire vain qui ne produit rien, qui n'est pas cultivé, vague qui n'est pas clôturé. Donc la loi dit que les terres vaines et vagues deviennent automatiquement propriété des communes. Un autre élément important qui apparaît dans ces lois, c'est la primauté des actes de vente pour preuve de la propriété foncière. Ce qui veut dire que l'héritage féodal ne donne aucune valeur à la propriété foncière. Il faut qu'une propriété ait été acquise devant notaire par un acte authentique pour qu'elle ait une valeur. Donc on va voir que tout cela a beaucoup d'importance dans les procès qui suivent. Dans cette ambiance revendicative, gros temps pour les ci-devant seigneurs, mais aussi pour les prêtres. Car la constitution civile du clergé est en vigueur depuis la fin de 1790. Le prieur le couturier se range, semble-t-il, du côté de la Révolution, en prêtant serment et en devenant même maire de la commune, je vous l'ai dit, en 1792-1793. Cette position n'empêche toutefois pas la vente du prieuré comme bien national. Sans avancer depuis plusieurs années, le procès en cours devant la maîtrise de Valognes se poursuit par un arbitrage, comme le veut la loi de 1793. C'est le juge de paix du canton de Saint-Pierre-Église qui nomme des arbitres le 30 mai 1794. Et c'est à ce moment, durant les auditions devant les arbitres, que la demande se transforme clairement en une revendication de propriété pure et simple de l'état de Gâtemarre. Le jugement des arbitres, qui est, selon la loi sans appel, réintègre dans toute propriété, possession et jouissance les habitants des trois communes. Mais ce jugement arbitral, on s'en doute, n'est pas du goût des ci-devant seigneurs, Houck et Jalot, qui, faute de pouvoir faire appel, l'attaquent devant la Cour de cassation. Les juges en cassation, de manière très circonstanciée, annulent le jugement arbitral du 12 novembre 1797, le 12 novembre 1797, avec des arguments sur la forme. Les communes n'ont pas été légalement autorisées à plaider, c'est-à-dire qu'il y a tout un processus. La commune doit demander au préfet le droit de plaider, etc. Ça n'a pas été respecté, d'autant moins qu'on n'avait même pas de commune au début des procès, c'était encore des paroisses. Donc, voilà, sur la forme, le droit n'a pas été respecté. Sur le fond, les juges en cassation notent effectivement que la revendication a changé au cours de route. On est passé d'un usage à la propriété. Donc, ce jugement est purement et simplement annulé, et il faut remettre ce jugement dans son contexte, puisqu'il donne totalement raison aux défenseurs qui sont des nobles, alors que l'un d'eux, le comte de Beaumont, est un émigré. On est toujours en 1797, les émigrés n'ont pas du tout été rétablis dans leurs droits, et même non seulement il est émigré, mais vraisemblablement encore à l'étranger à cette époque. Donc voilà qui montre bien la fragilité légale du dossier de revendication qui a été constitué. Alors, par ce jugement en cassation, ce sont simplement 16 années de procédure qui sont effacées, de 1780 à 1797, effacées par la Cour de cassation. En 16 ans, bien des choses ont changé en France. La royauté est abolie,
le roi Louis XVI a été décapité, les partisans de la terreur ont eux-mêmes disparu à leur tour. Au directoire va succéder le consulat à l'aube du XIXe siècle. Agatteville, le prieur, le couturier, porteur principal des revendications, s'est éteint dans la misère, faute de revenus, puisque le prieuré a été vendu comme bien national, en janvier 1795. Mais, contrairement à ce qu'on pourrait croire, le jugement en cassation n'a pas mis fin au sujet. De manière un peu étonnante, ce ne sont pas les communes qui reprennent l'initiative, mais des groupes d'habitants qui sont constitués devant notaire, donc un groupe par commune, Agatteville, Gouberville et Tocqueville, et qui désignent leurs représentants pour poursuivre devant les tribunaux compétents. De taille variable, comprenant ou non des représentants de la commune, ces groupes souhaitent reprendre l'initiative. Les trois groupements ainsi constitués assignent messieurs Houcq et de Beaumont devant le tribunal civil de la Manche en juin 1800. Mais nous sommes à cette époque dans le bouleversement de l'organisation administrative et judiciaire voulue par le consulat. Au début de 1800 sont créés les départements, les arrondissements, les préfets. Une organisation pyramidale des tribunaux est mise en place avec des juges de paix élus, les tribunaux d'instance, les cours d'appel, le tribunal de cassation au niveau national. C'est donc une redistribution majeure des frontières administratives et judiciaires et des fonctions dont il s'agit. Mais là encore, pas de signe de découragement, car le conseil municipal de Agatteville délibère en février 1801 pour poursuivre sa revendication. Il y est autorisé, cette fois-ci, par le préfet de la Manche, en avril de la même année. Cette résolution est suivie d'une signification à messieurs Houcq et de Beaumont de la reprise de l'instance au mois de juillet 1801. Cette fois, on a un acte de procédure parfaitement dans les formes légales, délibération municipale, autorisation de plaider du préfet, signification par un avoué. Mais de manière totalement inexpliquée, cette assignation n'est pas suivie des faits. La phase suivante, qui serait le dépôt d'un mémoire explicitant les revendications, n'a pas lieu. La commune de Agatteville ne se manifestera de nouveau qu'en février 1815, soit 14 années plus tard. Les deux autres communes attendront, écoutez-moi bien, 1832 pour ce qui les concerne, donc 31 ans plus tard. Pourquoi? Est-ce volontaire? Est-ce contraint? Aucun document n'en témoigne et je ne peux absolument pas vous le dire. Donc ça, c'était la première reprise du combat. Deuxième reprise, sous forme d'escarmouche. Entre 1800 et 1815, c'est-à-dire approximativement pendant le consulat et le Premier Empire, on ne trouvait absolument aucune trace d'échange juridique entre les communes et les familles Houcq et Jalot. Pendant cette période, la situation des nobles et du clergé s'améliore progressivement, avec notamment le Concordat en 1801, l'amnistie des émigrés en 1802 et enfin la loi sur la restitution des biens non vendus des émigrés lors de la première restauration en 1814. Sans changement depuis des dizaines d'années ou de siècles, le peuple réclame avant tout une chose, l'arrêt des guerres incessantes. Juste avant le retour de Napoléon Ier pour les 100 jours, un nouvel épisode semble démarrer avec une nouvelle assignation signifiée par un avoué. Il faut noter que seule la commune de Agatteville est alors impliquée. Cette assignation ne fait pas référence à la maîtrise des eaux et forêts de Valognes, mais au tribunal civil de Valognes. Cette fois, l'absence de suite donnée à cette assignation peut s'expliquer facilement, puisqu'elle cite messieurs Houcq et de Beaumont devant le tribunal de Cherbourg. Or, celui-ci a effectivement été créé par un décret impérial en juillet 1811, mais faute de moyens financiers et dans une période de changement de régime, sa construction ne débutera que sous Louis-Philippe en 1834. Cette absence de tribunal n'empêche pas
13 années après les précédentes, une nouvelle assignation remise en 1824. Mais celle de 1824 n'est pas plus suivie d'effet que celle de 1811. Il n'y a pas de dépôt de conclusion, ni dépôt de pièces par le demandeur, étape indispensable à ce qu'on appelle la mise en état du procès, c'est-à-dire le démarrage de son instruction. Cette année se passe sans aucune nouvelle initiative. Pendant ce temps, la monarchie constitutionnelle s'est installée en France, mais les oppositions entre monarchistes républicains et bonapartistes sont fortes et aboutissent à la révolution de juillet 1830, suite à laquelle Louis-Philippe Ier devient roi des Français. C'est pendant cette période dite de la monarchie de juillet que vont se situer les derniers épisodes de notre affrontement judiciaire. Cette dernière partie commence, comme les précédentes, par une assignation de messieurs Houck et de Beaumont devant le tribunal de Cherbourg, qui semble cette fois avoir été en état de fonctionner, sans doute dans des locaux provisoires. La demande est claire, c'est la propriété pleine et entière de l'étang et des terrains avoisinants. C'est André-François Lefebvre, qui est alors maire de Gatteville, lui qui a dû faire face à la mortalité des années 1826-1828, qui était un des sujets de l'exposition du mois de mai sur le rouissage. Sans doute cette procédure est-elle un volet de l'affrontement avec la famille Houck pour la maîtrise du rouissage sur la commune. Toujours combatif, le comte de Beaumont tente immédiatement de faire déclarer l'action des communes de Tocqueville et Gouberville éteintes par prescription, bien que ces communes soient absentes de l'assignation reçue. Il rejette en parallèle l'assignation de Gatteville au prétexte qu'il ne possède aucun bien sur le territoire de cette commune. Mais la justice ne l'entend pas de cette oreille. La demande d'extinction de l'action de Gouberville et Tocqueville est rejetée, car les trois communes ayant agi solidairement au départ, l'action de Gatteville a maintenu la cause pendante. Dans le début des années 1830, l'ambiance est néo-révolutionnaire, très tournée vers le peuple. C'est sans doute ce qui explique qu'un tribunal pas encore complètement installé à Cherbourg agisse avec une grande rapidité. C'est en effet le 5 juin 1834 que le tribunal de Cherbourg donne par jugement la propriété de l'étang de Gacmar et de ses dépendances aux trois communes. Sur le fond, le jugement est identique à celui prononcé par les arbitres en 1794. Nouveau bouleversement donc, avec un retour en arrière de rien moins que 40 ans. On s'imagine aisément que le comte de Beaumont et les héritiers Houck font immédiatement appel de ce jugement devant la cour d'appel de Caen. À cette occasion sont rédigés et imprimés des mémoires reprenant l'historique de l'étang depuis le XIIe siècle, qui sont aujourd'hui une source remarquable d'informations pour tous les historiens. Par exemple, le mémoire du comte de Beaumont fait plus de 200 pages pour vous donner une idée de l'importance de l'ouvrage. L'argumentaire développé est méthodique et rigoureux, reprenant toutes les péripéties des procès, aussi bien sur le fond que sur la forme. Les arguments sont nombreux et convaincants. Il est notamment bien expliqué que messieurs Houck et Jalot ont acheté ces biens par acte authentique de vendataire, ce qui était important aux yeux de la loi, je vous l'ai dit, et qu'eux-mêmes, comme leurs prédécesseurs, ont de tout temps entretenu ces propriétés avec autant de constance que de soin. Il ne s'agit donc pas de terres vaines et vagues. Ce travail d'argumentation porte ses fruits. La Cour d'appel de Caen, après 8 ans de procédure, infirme le jugement du tribunal de Cherbourg dans un arrêt du 11 mai 1842. Les communes déboutées doivent de plus assumer les frais de justice. Elles utilisent alors le dernier recours possible et se pourvoient en cassation. Mais leur pourvoi est rejeté, la Cour de cassation déclarant que les ventes de terrain sont parfaitement légales et inattaquables.
Les 3 communes ont définitivement perdu la partie de bras de fer, 63 ans après l'avoir entamée. La famille Houck de Guatteville, et en particulier Anne-Joséphine Guillemine Houck, qui en profitera jusqu'à sa mort en 1868, peut donc continuer à percevoir un droit de rouille dans l'étang de Gâtemar et plus généralement à affirmer son domaine. Malheureusement pour lui, Marie Bonaventure Jalot, comte de Beaumont, ne peut pas se réjouir de cette bonne nouvelle puisqu'il est mort sans descendance quelques mois avant le jugement. En 1844, c'est donc bien moins que 63 ans de procès qui s'achèvent, période entrecoupée de pauses plus ou moins longues, vous l'avez vu, souvent en lien avec des changements politiques nationaux. Les communes n'ont pas eu gain de cause, elles doivent de plus payer tous les frais de justice. C'est Louis-François Houet, alors maire de Guatteville, qui va devoir gérer ce dernier épisode peu glorieux. Pour terminer, je voudrais souligner quelques points de l'histoire étonnante que je viens de vous raconter, quelques points que vous avez sans doute vous-même notés et qui, en tout cas, m'ont donné envie de partager avec vous le fruit de mes trouvailles. Tout d'abord, l'incroyable ténacité des habitants et des maires des communes, tout particulièrement à Guatteville, pour poursuivre cette revendication de propriété sur 3 générations successives, avec 5 ou 6 changements de régime politique et 8 maires successifs. Il y a une continuité d'action tout à fait étonnante. Il a fallu aussi, bien sûr, bien du courage aux seigneurs des lieux pour se défendre, avec un profil bas dans des périodes hostiles et souvent du panache dans des périodes plus favorables. Par ailleurs, nous avons, à travers ces procès, une bonne image de la complexité de la propriété héritée du système féodal à travers plusieurs siècles de successions, d'alliances et de transactions. Toute la violence de la période révolutionnaire est aussi présente avec les lois de 1792 et 1793 sur les biens communaux qui donnent la règle nouvelle, mais en incitant aussi en même temps les citoyens à s'en servir. Enfin, c'est également un bel exemple des différentes dimensions des actions en justice. Je pense que ça n'a pas beaucoup changé aujourd'hui, avec le jeu complexe du fond et de la forme, pas toujours facile à appréhender pour le commun des mortels. Voilà, j'en ai terminé. J'espère que cette page de l'histoire de Guatteville vous a intéressé. Et en tout cas, je vous remercie pour votre attention. Il est redevenu dans le domaine public cet étang ou il est sous la propriété privée ? Propriété du Conservatoire du Littoral. Donc c'est un domaine public. Et le dernier gestionnaire, c'était pas Duménildo? Pardon ? Un des derniers gestionnaires n'était pas Duménildo, il me semble. Je ne saurais pas vous dire, mais... Ah, c'est possible, si, parce que... Récemment, quoi, récemment. Avant la vente. Vraiment très récemment ? Oui. Alors ça, je peux pas vous répondre. Par contre, Marie Bonaventure Jalot de Beaumont avait une sœur qui s'est mariée avec Oui, dit tout à l'heure, oui. Et je pense que, vu qu'il était sans descendant, c'est vraisemblablement sa sœur ou les enfants de sa sœur qui ont hérité de l'État. Ouais. Mais je ne sais pas s'il y a une liaison quelconque avec la gestion actuelle. Mais le Conservatoire du Littoral a acheté à qui? Ça, je ne sais pas du tout, mais c'est pas seulement l'étang de Gâtemar, hein, c'est vraiment une zone immense. Tous les étangs arrière-littoraux sont la propriété du Conservatoire du Littoral sur des, je ne veux pas vous dire de bêtises, mais des milliers d'hectares. Hein. Pascal, il y a une partie qui a été acquise par le Conservatoire il y a quelques années
dans la commune, mais il y a encore une partie qui appartient à une association de chasse. La Oui. Roselière, la rivière, de l'étang côté Gouberville, appartient à une association de chasse qui a aussi les marais arrière de Rétouville. Je sais pas si c'est pas cette Quand on va sur le site du Conservatoire du Littoral, on voit une immense zone qui dépasse largement Gatmar, qui est au minimum gérée par le Conservatoire du Littoral. Je n'en sais pas plus, je n'ai pas fait de recherche là-dessus. Il peut acquérir ou mettre un droit de préemption. Oui, ou Mais remettre c'est à toujours géré disposition par le aussi. CIMEL, qui est un organisme départemental. Voilà. Mais pour moi, il y a toujours une association de chasse qui a un droit de chasse et qui gère, qui ouvre les roseaux pour que les bécassines puissent se poser. Je crois que c'est l'association de chasse qui est gérée par un demi-île d'eau, il me semble. Est-ce que c'est un demi-île? Pas sûr. Moi, je me posais encore une autre question sur l'exploitation finalement de l'étang pendant ces 63 ans de joute judiciaire. Qu'est-ce qui se passait? On continuait à rouiller, on payait des droits ou qu'est-ce qui se passait? Je pense que selon les moments, il y a eu vraiment des moments où les communes ont pris possession. Il y a des traces écrites de prise de possession de l'étang. Donc je pense que dans ces moments-là, qui ont été assez courts, il n'y avait plus de droits et c'est les communes qui géraient, je ne sais pas comment. Hein. Mais je pense que de toute façon, les jugements, n'étaient pas suspensifs. C'est-à-dire que je pense que les propriétaires, tant qu'ils n'avaient pas, la propriété ne leur avait pas été retirée, les propriétaires pouvaient exploiter leur domaine tout à fait normalement. Ils le faisaient pas directement, mais par l'intermédiaire d'un fermier. Pour info, le NO, donc la sortie de l'eau, est gérée par l'association de chasse. Mais en particulier, dans la période où on parlait de l'exposition Ouissage, Oui. 1826-1828, il y avait un ouissage, puisqu'on l'accusait D'accord. de la mortalité constatée. Oui, Donc ça veut dire que, quoi qu'il en soit, les usages de l'étang ont été maintenus sous une forme ou sous une autre de manière tout à fait constante. Alors est-ce que le propriétaire pouvait toucher une redevance à tout moment, etc. Ça, j'en ai pas de trace, quoi. Vous avez encore du travail à faire, quoi. La prochaine conférence, c'est ça. C'est ça qui Absolument, c'est ça. Je trouve qu'il y a un parallèle très intéressant entre la situation à Gatmar et ce que Karl Marx a trouvé en Allemagne. Et c'était plus ou moins la même situation. C'était le droit à le chauffage de bois par terre dans la forêt et qui était propriétaire de ce bois et que, exactement, très parallèle à la situation ici, le Reichstag a décidé que, contrairement à tout ce qui était la tradition de la Révolution, les seigneurs, les propriétaires ont revenu et que le bois était aux seigneurs. Et comme résultat, c'était le moment clé quand Marx a écrit le manifeste et que la propriété privée est une institution impossible et qu'il fallait que ça soit exproprié par le peuple. C'est la même époque. Et c'était en 1843, exactement la même époque dont vous parlez, mais en Allemagne, bien sûr. J'aurais encore une information, je m'excuse, mais à la fin de votre exposition excellente sur le Ouissage, vous aviez un questionnaire pour les gens qui ont visité à propos de l'effet nocif
et délétères du ruissage. Quelle a été la réponse? Est-ce que les gens ont pensé vraiment que ça avait augmenté le taux de mortalité? C'était presque, comment dire, c'était presque dictatorial. 75% de oui, le ruissage est à l'origine de la mortalité, contre 25% de non. Mais bon, voilà, quoi. C'était comme intuitif comme la seule réponse, c'est qu'on ne le saura jamais. Hein. Voilà. Trois questions. Les différents relances des marches, j'ai noté 1800 et 1802, donc début du consulat. Ensuite, 1815, première restauration, début de la première restauration. 1832, arrivée de Charles X. À chaque fois, c'est juste au début du nouveau régime. Et ça reste là. Et donc, est-ce qu'il y a un lien avec les institutions politiques nationales qui peuvent influer sur les demandes des communes? Enfin, il y a moins une coïncidence. Hein. C'est très difficile à dire, hein, parce que, enfin, on l'a vu, il y a aussi des événements très locaux, comme la construction du tribunal de Cherbourg, qui peuvent influer. Bon. Ce qui est sûr, c'est que toute l'époque qu'on traverse est, comment dire, est comme un balancier, quoi. Hein, les nobles sont en faveur, ne le sont plus, etc. Donc ça, à coup sûr, ça a une influence très importante. C'est le cas de la première restauration où il y a une terreur blanche par endroits, pas ici. Charles X, qui va revenir à une royauté de droit divin, c'est le moment où la noblesse veut revenir, une partie de la noblesse veut revenir à l'état anté-révolutionnaire. Il y a une coïncidence, peut-être aucun lien, mais il y a une coïncidence en tout cas. De Karl Marx. Deuxième chose, quelles sont les mentions les plus anciennes d'utilisation des temps de Catmar au niveau archivistique? Quelles sont les mentions les plus anciennes au Moyen-Âge? 1300. 1303. Enfin, j'ai trouvé ça. 1300. Dans l'argumentaire du comte de Beaumont pour le procès en appel de 1844, où ils font état d'un hommage de Guillaume de Gouberville au roi Philippe le Bel en 1303, hommage qui décrit donc les temps de Catmar parmi les possessions de Et Gouberville. au niveau archéologique, j'avais eu des découvertes particulières de cette époque-là, plus ancienne. Parce qu'il n'est pas exclu qu'il soit utilisé depuis l'Antiquité. Hein. Des flèches. C'est pas exclu, hein. Mais il n'y a pas de traces archéologiques a priori. A priori, rien. Et ça peut venir. Ça peut venir. Oui, non. Enfin, là, on est plutôt dans des traces documentaires, quoi. Ouais. Et au niveau archivistique, en dehors des mémoires, dont certains sont en mairie de Vic-sur-Mer, est-ce qu'il y a d'autres sources archivistiques, entre autres, je pense celle au registre de délibération des communes concernées? Gouberville et Tocqueville, je sais qu'il n'y en a pas parce qu'il n'y a pas de registre de l'époque. Cadville, je ne sais pas ce qu'il y a comme source archivistique de l'époque de l'Empire. On n'a pas trouvé trace de délibération du conseil municipal de cette époque-là. Malheureusement. Et dans les fonds de Monaco, qu'on a récemment mis en ligne? Ah bah alors là, pour ce qui concerne Monaco, on a intégré, hein, je crois, l'association. Voilà. Et puis, mais là, on n'a pas eu le temps de s'y pencher encore. C'était un achat. On va en parler. Oui. On va en parler. Parce qu'éventuellement, il peut y avoir des choses certainement, certainement. J'ai eu également contact il y a 2 semaines avec Louis Gouillon de Matignon. Donc un jeune homme qui s'intéresse à l'histoire de sa famille, avec lequel on va être en contact notamment au sujet de son aïeul, celui notamment qui a vendu effectivement en 1747, je crois, si ma mémoire est bonne, la seigneurie donc de Gadeville. Mais bon, ça c'est des choses, il y a tellement de choses à voir. Ah, mais il y a toujours à dire, il y a toujours. On n'arrête plus. De manière générale, je vous rassure, on ne sait pas tout, mais on continue à chercher. C'est de la recherche. C'est ça, c'est ça. C'est vrai que je peux savoir. Vous avez dit tout à l'heure que les Gadevillais étaient tenaces, c'est vrai. Mais l'Avernon des Gadevillais, c'est quoi? Les rebelles. Hein, les rebelles, ben voilà.
Voilà. Voilà. Et Urbaine. Pour rien.